Al-Husseini Mouloul, bonjour. Vous avez Bonjour. publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Études africaines, les Touaregs du Niger, chronique des années de Braise. Alors pouvez-vous nous présenter cet ouvrage, s'il vous plaît? Bien, je vous remercie. Effectivement, c'est un ouvrage qui comporte trois parties essentielles. La première partie, c'est un peu une partie historique, c'est un peu l'histoire des Berbères, disons des Touaregs, mais à travers aussi la branche berbère, parce que les Touaregs sont des Berbères. Donc, j'ai présenté un peu l'histoire des Berbères, et des Touaregs en particulier, parce que les Touaregs, comme vous le savez, c'est des tribus berbères en fait qui se sont détachés de l'ensemble berbère en Afrique du Nord et qui ont traversé le Sahara pour s'établir au Sahel, au Sahel et en Afrique, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc cette partie est essentiellement une partie historique. Elle est basée sur des documents anciens, sur des écrits des explorateurs, des écrits des voyageurs anciens et ça présente un peu une espèce de généalogie touareg. Pourquoi cette partie? Parce que beaucoup de gens se demandent c'est qui ces Touaregs. Ils tombent du ciel, ils tombent d'où est-ce qu'ils viennent. Il y en a même qui ont dit que ce sont des rescapés de l'Atlantide. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un peu un éclairage que je voulais apporter par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs. Parce qu'en fait, le mot Touareg, c'est un mot récent, relativement récent dans l'échelle de l'histoire, parce que les Touaregs n'existent en tant qu'appellation Touareg qu'à partir du 7e siècle. Ce sont les Arabes qui ont créé le terme Touareg. Auparavant, ils ne s'appelaient pas Touareg. Avant le 7e siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui ne s'appelait pas Touareg. C'est des tribus berbères. Et les Touaregs eux-mêmes actuellement, même actuellement, vous partez dans les campagnes, dans les brousses, que ce soit au Mali ou au Niger, vous parlez de Touareg, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent pas le terme Touareg, ça n'existe pas chez nous. Mais par contre, on s'appelle quel Tamache, ceux qui parlent de Tamashek, ou bien Imazaran, les Berbères. Imazaran, c'est l'appellation connue des Berbères. Ça veut dire les Berbères Imazaran. Ou encore Keltigrimous. Keltigrimous, ça désigne spécifiquement les Touaregs. Parce que Keltigrimous, ça veut dire ceux qui portent le dissam, les turbans. Donc c'est ça. Mais le terme Touareg en tant que tel n'existe pas chez nous. C'est à partir du 7e siècle que les Arabes ont appelé certaines tribus berbères, ils les ont appelés Touareg. En fait, c'est une déformation d'une expression arabe qui signifie un peu abandonner des dieux ou bien les apostats en quelque sorte, parce que toutes ces tribus qui ont traversé le Sahara pour s'établir dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest en particulier, sont des tribus qui ont refusé l'islamisation. Elles ont refusé l'islam, parce qu'auparavant, beaucoup de ces tribus étaient juives ou chrétiennes, donc elles ont refusé d'adopter la nouvelle religion, l'islam. Donc c'est pour ça que, au fil des années, après des guerres avec les Arabes et autres, là, finalement, elles sont repliées à travers le Sahara et elles ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs. En fait, les Touaregs, c'est une appellation arabe qui signifie les apostats ou bien ceux qui ont refusé la religion musulmane. Donc c'est ça en fait les Touaregs. Donc j'ai voulu faire un peu une espèce de généalogie de ces tribus, ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs. Donc ça, c'est la première partie de l'ouvrage. La deuxième partie, elle est consacrée aux résistances anticoloniales et à l'établissement de ces tribus-là, des Touaregs, dans le Sahel et le Sahara. Bien entendu, il y avait des populations qui étaient là quand les Touaregs sont arrivés, quand ces tribus sont arrivées dans le Sahara ou au Sahel. Il y avait des populations qui étaient présentes. Donc, il fallait décrire comment cet établissement s'est réalisé. Comment les Touaregs, les nouveaux, je les appelle les Touaregs, mais en réalité ce n'était pas encore les Touaregs, c'est après qu'ils sont devenus des Touaregs. Donc ces Touaregs, comment ils se sont établis et où est-ce qu'ils se sont établis. Donc j'ai un peu décrit le processus du peuplement du Sahara et du Sahel en particulier, et du Niger tout particulièrement du Niger. Et finalement, les Touaregs se sont établis un peu partout au Sahara et au Sahel. Il y en a, si je prends le cas du Niger, c'est le cas que j'ai essentiellement traité. Je n'ai pas beaucoup traité le cas du Mali, mais c'est à peu près semblable. Mais au Niger en particulier, les Touaregs sont partout. Dans toutes les régions du Niger, il y a des Touaregs, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Burkina Faso. Donc ils ont pratiquement dépassé le Sahel proprement dit. Ils ont étendu leur influence jusqu'au Nigeria, jusqu'au Burkina.
Et ils ont joué un rôle important dans au moment des royaumes, parce qu'il y avait des royaumes au Nigeria, au Niger, un peu au Niger. Et ils ont joué un rôle important, ils ont participé un peu aux batailles qu'il y a eu entre ces royaumes, ou encore il y a eu effectivement l'établissement ne s'est pas passé de manière pacifique, parce que les Touaregs ont dû s'imposer, ils ont eu à s'imposer pour qu'ils ne sont pas acceptés les bras, ils n'ont pas été acceptés les bras ouverts. Donc j'ai un peu fait la genèse de tout ce qui est connu comme étant les principales confrontations qu'il y a eu entre les Touaregs et les populations locales de l'époque. Et finalement, donc, il faut le reconnaître. Beaucoup d'historiens ne le reconnaissent pas, ne veulent pas le reconnaître. Historiens nigériens ou maliens en particulier ne veulent pas le reconnaître, mais il faut reconnaître que les Touaregs se sont imposés jusqu'à l'arrivée des Français. Donc les Touaregs se sont imposés sur toute l'étendue du territoire nigérien, par exemple, dans toutes les régions du Niger. Les Touaregs s'étaient imposés, à l'exception des oasis dans l'Est nigérien où les Touaregs n'étaient pas intéressés par l'établissement. Ils n'étaient pas intéressés à s'établir dans les oasis. Ils commerçaient, ils faisaient du commerce avec les oasis, notamment les caravanes et autres, pour le sel, pour les dattes. Ça n'intéressait pas les Touaregs, les oasis n'intéressaient pas les Touaregs comme lieu d'établissement, parce que les oasis n'étaient pas propices à l'élevage. Or, les Touaregs, ce sont des éleveurs. Mais sur tout le reste du pays, sur toute l'étendue du territoire national nigérien, il y a des Touaregs. Et c'est ça un peu la différence avec le Mali. Parce qu'au Mali, les Touaregs sont essentiellement dans la partie nord. Au sud, il n'y a pas vraiment d'établissement Touareg dans le sud malien. Mais au Niger, par contre, les Touaregs sont partout, dans toutes les régions du Niger. Et ça a créé, ça n'a pas été facile au départ, mais finalement, ça s'est passé comme ça. Et ça a créé également, au fur et à mesure du temps passant, donc les populations Touaregs se sont mélangées aux populations autochtones. Et il y a eu un brassage de populations, à tel point que actuellement, vous avez beaucoup de familles Touaregs qui sont mélangées à des familles d'autres ethnies, des Hausa, des Djarma, des Sora et autres là, sont mélangées à des populations Touaregs et il y a un métissage entre ces différentes communautés, à tel point que actuellement c'est rare de trouver une famille Hausa ou Djarma dans laquelle il n'y a pas certains membres qui sont d'origine Touareg. Donc il y a un brassage de population qui a facilité un peu l'unité nationale, parce qu'il y a une certaine unité qui se crée dans la mesure où les gens ne pouvaient pas se combattre du fait de leur appartenance ethnique. Puisque un Touareg, moi par exemple dans ma famille, il y a toutes les ethnies. J'ai des neveux ou des oncles ou des cousins qui sont d'origine Hausa, qui sont d'origine Djarma, qui sont d'origine arabe. Donc il y a un brassage de populations. Et malheureusement, ce qu'on ne trouve pas au Mali, si on prend les Touaregs au Mali, le niveau de brassage n'est pas aussi important qu'en ce qui concerne le Niger. Donc, dans cette deuxième partie, je voulais présenter, dans un premier temps, donc, le peuplement du Sahara et du Sahel, comment ça s'est passé, quelles ont été les relations avec les populations locales. Ensuite, j'ai parlé également des luttes anticoloniales, parce qu'à partir de 1900, donc, les Français sont arrivés au Niger. Donc, comment ça s'est passé, comment les Français ont été accueillis. Vous connaissez les missions Furulami, ainsi de suite, toutes les missions anciennes. Donc j'ai un peu rappelé les principales résistants Touaregs contre la colonisation française. Effectivement, quand les Français sont venus, ils sont venus avec une espèce de leitmotiv. Nous sommes venus, en se présentant aux autres populations, ils disaient aux autres populations, nous sommes venus vous libérer de la domination Touareg. Donc les Français sont venus à libérateurs, pour libérer les autres populations de la domination Touareg. Or, ce n'était pas ça, les Français, ils voulaient s'installer, ils voulaient coloniser le pays. Donc, j'ai rappelé les principales batailles anticoloniales au Niger sont passées entre les Touaregs et les Français. Donc, j'ai fait un peu un rappel de toutes les batailles qu'il y a eu entre les populations nigériennes et les Français. Et quand on fait le répertoire de ces batailles, on se rend compte que les principales batailles se sont passées, c'est essentiellement les Touaregs qui ont mené la lutte anticoloniale. Et les derniers actes de résistance contre les Français
On continue jusqu'à dans les années 1950. Donc j'ai rappelé un peu cet épisode-là. C'est un peu l'histoire du Niger, en quelque sorte, l'histoire du Niger du début du XXe siècle. Voilà, donc ce sont les deux premières parties, la partie historique, la partie concernant les luttes anticoloniales et l'établissement des Touaregs. Et la troisième partie, elle est plus contemporaine, parce qu'il s'agit des résistances, des rébellions qu'on appelle maintenant, depuis le début, les rébellions Touaregs. Les rébellions Touaregs, bon, au Niger, il y a eu, disons, moi je dis qu'il y a 2 rébellions Touareg, mais certains disent qu'il y a 3 rébellions Touareg. Parce que la première rébellion, en fait, c'est une rébellion qui s'est passée dans les années 80, à partir de 76 jusqu'à dans la première fin des années 80. Ça, c'est la première rébellion Touareg en quelque sorte, mais c'est une rébellion qui n'a pas véritablement eu d'activité militaire au Niger. C'est une rébellion qui s'est préparée en Libye. C'est en Libye que l'ancien guide libyen, Kadhafi, a fait appel à tous les Touaregs. Il a appelé les Touaregs nigériens, maliens ou autres, pour leur dire de venir. Il va les aider et il va les aider à conquérir, à récupérer leur territoire, le Mali et le Niger. Donc finalement, Kadhafi en a fait, a créé des armées Touaregs en Libye. Mais en réalité, il y avait un autre projet derrière tout ça, parce que Kadhafi n'a pas créé ces armées pour les envoyer faire la guerre au Niger ou au Mali. En réalité, non. Il a créé ce qu'on a appelé après les légions islamiques, qu'il a envoyé combattre au Liban, qu'il a envoyé combattre au Tchad, qu'il a envoyé un peu partout pour combattre les régimes en place. Donc ce sont les Touaregs que le guide libyen avait formés militairement. Il les a utilisés dans les guerres dans lesquelles il était empêtré un peu partout. Et il les a aussi utilisés pour sa garde personnelle. Sa garde personnelle en Libye, parce que Kadhafi n'avait pas... C'est difficile de dire qu'il avait vraiment confiance aux Libyens. Donc une bonne partie de sa garde était constituée de Touaregs. Des Touaregs qui, eux, pensaient qu'il allait les aider pour qu'ils retournent au Niger pour récupérer le pays, pour occuper le pays, ou bien retourner au Mali. C'est ça qui leur a fait croire. Jusqu'au Tchad, il y a des contingents Touaregs qui ont combattu au Tchad pour la Libye. Pour la Libye, avec la promesse que, après la guerre du Tchad, Kadhafi va les aider pour aller au Niger et au Mali pour faire la guerre. Donc finalement, cette première rébellion, elle a échoué parce que, bon, il y a eu évidemment des divisions entre les groupes Touaregs, notamment les Maliens et les Nigériens, et des divisions également entre les Touaregs nigériens eux-mêmes et entre les Touaregs maliens eux-mêmes, ainsi de suite. Donc il y a eu des divisions dans ces groupes. Tout compte fait, la rébellion a échoué. Cette première rébellion, qui n'a pas eu d'activité militaire véritable, il y a eu 2-3 petites attaques au Niger, mais c'est des escarmouches, ce n'est pas très important. À part ça, donc il n'y a pas eu grand-chose. Ensuite, il y a eu la deuxième rébellion des années 90. On l'a appelée rébellion Touareg, mais en réalité, ce n'est pas une rébellion Touareg, parce que la rébellion des années 90 au Niger comprenait non seulement des Touaregs, mais également des gens qui viennent de toutes les autres communautés. Il y avait des Peuls dedans, il y avait des Hausa, il y avait un peu tout le monde. Il y avait des Toubou, il y avait des Kanouri, des Beriberi. Donc, ce n'est pas une vraie rébellion Touareg, mais on l'appelle quand même rébellion Touareg parce qu'elle est dirigée par les Touaregs et c'est parce que ce sont les Touaregs qui l'ont enclenchée. Donc, j'ai décrit comment ça s'est préparé, cette deuxième rébellion, qui est en fait la suite de la première. Parce que ce sont une bonne partie, ce sont les mêmes acteurs qui ont monté la deuxième rébellion dans les années 90. Donc, j'ai bien connu cette rébellion, j'ai connu pratiquement tous les leaders, je sais comment ça s'est passé, je sais comment ça s'est monté, donc j'ai un peu rétabli la vérité dans cette affaire-ci. On peut parler de vérité parce que la vérité n'existe pas. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit, il y a des historiens même qui ont écrit sur cette rébellion des années 90, mais ils ont dit des choses qui n'étaient pas réelles. Ils ont écrit des contre-vérités. Donc il faut rétablir la vérité dans cette histoire. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire parce que moi j'ai vécu cette rébellion et je l'ai vécu de l'intérieur.
de l'intérieur. Donc je sais comment ça s'est passé. Pratiquement toutes les actions de cette rébellion, je savais comment ça s'est passé. Et je connaissais les acteurs et tout. Donc j'ai décrit pratiquement dans les détails comment s'est passée la rébellion des années 90. Et ensuite, il y a eu les accords de paix en 1995 entre le gouvernement nigérien et la rébellion. Donc, il faut voir comment j'ai présenté quel est le contenu de ces accords de paix et ensuite comment est-ce qu'ils ont été appliqués par le gouvernement en particulier. Donc là, j'ai fait un peu le point de la situation, les points de situation. Bon, entre-temps, dans les années 2000, il y a eu moi je n'appelle pas ça une rébellion, mais en réalité, il y a eu des activités militaires animées par les Touaregs dans les années, ce qu'ils ont appelé les mouvements nigériens pour la justice, quelque chose comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas une rébellion. Beaucoup l'appellent rébellion, mais en réalité, ce n'est pas une rébellion. Ça a fini en queue de poisson. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a rien eu. Donc ce n'était pas sérieux. Donc pour moi, il y a une première tentative de rébellion, si on fait le récapitulatif, il y a une première tentative de rébellion qui est restée à Libye, qui est pratiquement morte dans l'œuf, et la deuxième rébellion, qui était plus sérieuse dans les années 90. Maintenant, à partir de là, les accords de paix des années 95, après donc cette seconde rébellion, j'ai essayé de faire un peu le point de l'application de ces accords de paix, et il est apparu actuellement que les accords de paix ont été assez bien appliqués à tel point que actuellement au Niger, on ne peut pas parler de marginalisation des Touaregs. Les Touaregs sont à tous les niveaux de la vie nationale, ils sont impliqués dans la gestion de l'État, il y en a à tous les niveaux. Dans tous les rouages de l'État, il y a des Touaregs, donc on ne peut pas parler de marginalisation des Touaregs au Niger. Et malheureusement, de l'autre côté de la frontière, chez nos frères maliens, les choses ne sont pas passées comme ça. Bon, là, je ne vais pas trop en parler parce que je ne maîtrise pas tellement le sujet au Mali. Donc, j'ai préféré essentiellement mettre l'accent sur ce qui s'est passé au Niger. Et voilà donc, en gros, l'objet du livre, c'était essentiellement pour recadrer les choses. Parce que beaucoup de gens ont écrit sur les Touaregs. Beaucoup de gens, comme disait un des historiens que j'ai cité, les questions Touaregs ne laissent jamais indifférents. Chaque fois qu'on parle des Touaregs, c'est de manière passionnée, soit dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est pour ça que, en tant que Touareg, j'ai tenu à dire les choses telles que nous les percevons. Parce que les hommes bleus, ça n'existe pas, les hommes bleus. Les hommes libres, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des histoires de touristes. Ce sont les chasses touristes qui racontent des histoires aux touristes pour les amuser, pour passer les soirées au clair de lune. Et certains touristes, malheureusement, ils les prennent pour des vérités, alors que ce n'est pas vrai. C'est juste des histoires de touristes. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à écrire ce livre. Moi, je ne suis pas historien. Mais je suis Touareg à 100%. J'ai vécu dans les milieux Touareg, j'ai grandi en tant que Touareg, j'ai évolué dans ce milieu. Et je sais que la plupart des choses qu'on écrit sur les Touaregs sont fausses. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à écrire cet ouvrage. Merci.